Est-ce que vous baigneriez dans cette piscine? Eh bien moi non, et vous certainement pas non plus. Et alors pourquoi cette piscine est dans un tel état? Eh bien parce que la filtration ne fonctionne pas. Et pourquoi la filtration ne fonctionne pas? Eh bien parce qu'il faut tirer un câble depuis la maison jusqu'ici. Et chaque soir, rentrer le câble à la maison lorsqu'on ferme les fenêtres. Alors on le fait un certain nombre de fois. Et puis rapidement on en a marre. Et on ne le fait plus. Et la piscine devient verte. Et c'est là qu'en surfant sur le bon coin, j'aperçois des panneaux solaires à 20 €. Et je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr, je vais pouvoir faire une centrale solaire de jardin. Non seulement je vais pouvoir alimenter la pompe de la piscine, mais également l'éclairage du jardin et le futur goutte à goutte du potager. Et en plus, ça va me permettre de me familiariser avec la technique des panneaux photovoltaïques que je vais pouvoir utiliser pour faire un système qui alimente toute la maison. Alors je vous préviens, ça va être une vidéo assez longue et assez technique. Mais on ne peut pas toujours être en train de jouer avec ces tracteurs. J'ai de bonnes raisons de penser que l'audience de la chaîne a une capacité de concentration un peu supérieure à celle du TikToker moyen. Alors on y va après le générique. Allez, commençons par se faire une idée de ce dont on a besoin pour alimenter une pompe de piscine ou tout autre appareil de jardin. Alors naïvement, on pourrait se dire qu'un panneau solaire produit de l'électricité et qu'il suffit de le brancher sur l'appareil en question, qu'on va appeler le consommateur. En théorie, ce n'est pas impossible, mais il faut d'abord que le consommateur accepte du courant continu, car c'est ce que produit un panneau photovoltaïque. Ensuite, il faut que le consommateur fonctionne avec la même tension que le panneau solaire. Et enfin, il faut que le consommateur accepte une intensité de courant qui varie en fonction de l'ensoleillement. Donc évidemment, pas de fonctionnement la nuit. Alors il y a des systèmes comme ça, par exemple on trouve des panneaux qui chargent les portables, mais le panneau est spécifiquement conçu pour ça et je ne serais pas surpris qu'il y ait un peu d'électronique dedans pour gérer la charge du téléphone. Et évidemment, si je branche ce panneau sur ma pompe, ça va pas marcher. En fait, nous on veut un système plus puissant et plus souple. Alors une solution est d'intercaler une batterie entre le panneau et le consommateur. Comme ça, le panneau alimente la batterie à son rythme et le consommateur tire de l'électricité quand il en a besoin. Donc globalement, on a résolu les problèmes d'intensité. Maintenant, il faut que tout ce petit monde se mette d'accord sur la tension de travail. Mais en montant des batteries en série ou en parallèle, on a une certaine liberté à ce niveau. Le plus gros problème de ce schéma est que le consommateur peut décharger complètement la batterie, ce qui va réduire drastiquement sa durée de vie. Il y a également un risque de surcharge de la batterie si le panneau est trop puissant. Enfin, dernier problème, la nuit, l'énergie contenue dans la batterie peut se dissiper dans le panneau. Pas top. Heureusement, nos amis chinois proposent des contrôleurs solaires qui vont s'intercaler entre tout ce beau monde et faire la police. D'un côté, le contrôleur va s'assurer que la batterie reçoit la tension et l'intensité qu'il lui faut selon son état de charge, et de l'autre, il va empêcher le consommateur de trop tirer sur la batterie. En plus de ça, il permet de découpler la tension du panneau de la tension du consommateur. Il existe deux types de contrôleurs, les PWM et les MPPT. Le but de cette vidéo n'est pas d'entrer dans les détails, alors on va retenir que les contrôleurs PWM sont très bon marché, mais ont un mauvais rendement, alors que pour les MPPT, c'est l'inverse. Comme il s'agit ici d'une petite installation, on peut se permettre d'utiliser un contrôleur PWM. Mais si évidemment on faisait quelque chose de plus sérieux comme alimenter toute la maison, il faudrait passer au MPPT. Ok, génial, mais si on veut alimenter des appareils qui fonctionnent en 220 alternatifs, eh bien à la suite d'une visite chez Lidl, on va ajouter un convertisseur permettant de passer de 12 volts continus en 220 volts alternatifs. J'ai représenté comme appareil un éclairage du jardin, car en effet avec 300 watts maximum sur le convertisseur Lidl, n'espérez pas alimenter une tondeuse à gazon qui dépasse allègrement les 1000 watts. D'ailleurs, on verra que ce n'est pas la seule limitation de ce genre de convertisseur. Allez, on laisse là le schéma pour l'instant, mais on y reviendra au fur et à mesure que l'on avance dans notre expérimentation. Maintenant, partons à la chasse aux panneaux solaires. Bien sûr, la solution la plus facile est d'acheter un beau panneau tout neuf. Maintenant, pour environ 200 €, vous pouvez trouver des panneaux de 400 watts crête. Mais vous me connaissez, j'aime bien expérimenter avec des choses pas chères. Alors je file sur le bon coin où je trouve des panneaux de 180 watts crête d'occasion à 20 €. Après négociation, j'obtiens des panneaux à 12 € pièce. Et encore une fois, cela me donne l'occasion de parcourir ce magnifique Gers qui me relaxe tant. Bon, voilà mon panneau solaire. Bon, pour l'instant, je l'ai mis un peu n'importe comment, c'est juste des tests. Néanmoins, je vais mesurer quand même la tension et l'intensité qu'il fournit. Alors, pour la tension, c'est simple.
une sonde sur le plus, une sonde sur le moins. Et ça nous donne 40, 83. Alors par contre pour le courant c'est un peu plus subtil. En fait je vais le mettre en court-circuit, c'est-à-dire que je raccorde le plus sur le moins. Donc, ce qui en général, faut pas faire ça avec un générateur. Mais les panneaux solaires le supportent bien. Enfin, maintenant, faut pas le laisser en court-circuit en plein soleil pendant des jours et des jours. Hein. Alors pour mesurer l'intensité du courant, on se met en position ampère-mètre, on remet le truc à 0 et on vient entourer un des câbles avec la pince ampère-métrique. Alors là évidemment comme il est à l'ombre, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on va le déplacer au soleil pour mesurer. Bon, si vous faites du solaire, je vous conseille d'acheter ce genre de multimètre. C'est vraiment génial avec la pince ampère-métrique là. Celui-là en plus il peut mesurer à la fois des intensités de courant alternatif et courant continu. C'est super. Je vous mettrai les références de cet appareil. Bon là vous avez les caractéristiques du panneau. Donc là en circuit, en open circuit voltage, on est à 44,8. Donc nous on a relevé 40, quelque chose, je me souviens plus exactement. Et en short circuit, on a une intensité de 5,29 et nous on a relevé 4. Donc effectivement il a perdu, mais enfin c'est un panneau qui a 15 ans. Donc il a perdu certes, mais enfin c'est pas, il est à 80% de ses capacités par rapport au neuf quoi. La spécificité de notre installation, c'est qu'on a des panneaux qui sortent du 43 volts. Et là on voit que le max solar input du contrôleur, c'est 25 volts si on est en mode 12 volts et 50 volts si on est en mode 24 volts. Donc nous, il faut qu'on soit dans ce mode 24 volts. Ça veut donc dire que il faut qu'on branche deux batteries en série, deux batteries 12 volts en série pour atteindre ces 24 volts. Là encore, Le Bon Coin vient à notre secours et permet de trouver deux batteries en très bon état pour un total de 50 €. Une des deux batteries est neuve et ira directement dans la Golf qui donnera sa vieille batterie en échange. On aura donc un couple batterie récente et batterie ancienne dans notre installation. Ce n'est pas idéal car il vaut mieux connecter deux batteries identiques pour éviter les déséquilibres de charge. Mais là encore, il s'agit de tester le concept. Il sera toujours possible d'améliorer par la suite. Première chose à faire, on va raccorder les deux batteries en série, donc pour avoir 24 volts en tension. Donc pour ça, j'ai acheté ces connecteurs là. Donc il y en a pour les bornes moins et pour les bornes plus. Et je vais raccorder tout ça avec un câble là que j'avais acheté pour le tractopelle. Et ça c'est du 10 AWG. Donc ça supporte sur une courte distance comme ça supporte des ampérages fabuleux de l'ordre de 100 ampères ou même plus. Donc là il y a zéro souci à ce niveau-là. Alors, vérifions ce que ça donne. Je ne sais pas où cacher le cadran. 25,30 volts. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, on va connecter le contrôleur aux batteries. Alors ça, c'est important. C'est vraiment la première opération à faire avec le contrôleur. Parce que c'est en fonction de la tension qu'il trouve aux bornes que le contrôleur s'initialise. Donc impérativement à faire en premier. Alors pour ça, je vais réutiliser mes petits connecteurs qui étaient dans mon pack là. Je vous donnerai les références.
Et puis je vais utiliser 2 chutes de fil comme ça. Donc ça c'est du 1,5 et selon mes calculs c'est bon sur cette distance-là. Bon, c'est bien, ça tient bien. J'avais un peu peur que le fil soit trop fin pour que ça tienne, mais non, ça tient très bien. Ok. Donc on va bien raccorder ça sur les 2 plots centraux là. Donc là où il y a le petit dessin de batterie sur le contrôleur. Là aussi ça tient bien. Donc le rouge sur le plus. Impeccable. Donc branchons. Le moins là. Et le plus ici. Ah, sauf que je le mets là à l'envers. Voilà. Bon, et ben maintenant on va pouvoir explorer ce que nous dit ce petit contrôleur. Première chose, il nous dit qu'on a 25,2 volts au bord des batteries. Bon, ce qui est assez semblable à nos 25,3 mesurés tout à l'heure. Et ce que je voudrais mesurer, c'est la tension aux bornes des accessoires. Là. Donc là, on n'a rien, pratiquement rien, on a 10 millivolts. Et si j'active ça, on a 25 volts. Ok. Donc je savais pas trop s'il allait me sortir du 12 volts ou du 24 volts aux bornes des accessoires, mais bon, bah, visiblement il sort la tension de la batterie. Bon, voyons un petit peu comment fonctionne ce contrôleur. Et pour ça, on va parcourir les différents menus qu'il nous propose. Donc, enfin, les différents écrans. Donc ça, c'est l'écran principal, c'est celui qu'on a par défaut. Et là, qui indique la tension borne des batteries, dans notre cas. Donc, qui est de 25,2 volts, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a mesuré avec le multimètre. Alors maintenant, on va passer au deuxième écran, et pour ça, on utilise ce bouton-là. Deuxième écran, il nous indique 24,7. Alors ce 24,7, ça correspond au float voltage, c'est-à-dire la tension qui est appliquée aux bornes des batteries lorsqu'elles sont chargées. Donc ça, cette tension ne fait que maintenir la charge des batteries. Donc 24,7, ça correspond à 13,7 volts sur chacune des batteries, ce qui est une tension de maintien de charge correcte. Vous avez vu que si on ne fait rien, bien, il revient à l'écran principal. Donc on va reparcourir. Donc deuxième écran. Et là on arrive sur le troisième. Alors là il nous indique 21,4. Et je pense qu'il y a une inversion dans la documentation entre les écrans. Puisque le 21,4 ça correspond à 17. Qui est l'écran numéro 4 sur la dock. Et l'écran numéro 3 sur le contrôleur. Bon. Donc à quoi correspond ce 21,4? Donc ça correspond à 17 aux bornes des batteries. En fait, c'est la tension en dessous de laquelle le contrôleur va dire stop, j'arrête d'alimenter les accessoires
parce que la batterie est trop déchargée, et si on tire encore dessus, on va l'abîmer. Alors, cette valeur 17 est quand même un peu basse. Normalement, sur ce genre de batterie, il ne faut pas aller en dessous de 11,7, 11,8 de tension. Donc, on essaiera de modifier ça dans les paramètres. Allez, quatrième écran. Donc là, qui nous indique 25,2, ce qui correspond au 12,6 de la dock. Donc ce 12,6 c'est quoi? Eh bien c'est la tension au-dessus de laquelle le contrôleur réactive les accessoires. C'est-à-dire qu'imaginons, on a utilisé, enfin il n'y avait pas de soleil, mais on a utilisé nos appareils électriques, donc on a tiré sur les batteries. Elles se sont déchargées, le contrôleur a arrêté les accessoires pour éviter de trop décharger la batterie. Et puis le soleil revient, les panneaux alimentent, rechargent les batteries, et la tension des batteries repasse au-dessus de 12,6. Et donc le contrôleur va dire, bon bah c'est bon, maintenant les batteries sont suffisamment rechargées, je peux de nouveau alimenter les accessoires. Alors, cinquième écran, qui nous indique 24H. Donc ça, c'est le mode d'alimentation des accessoires. C'est-à-dire que là, en 24H, il va alimenter en continu les accessoires. Il y a deux autres modes. Il y a un mode qui permet d'alimenter les accessoires un certain nombre d'heures après le coucher du soleil. Et un troisième mode qui permet d'alimenter les accessoires uniquement en journée. Allez, sixième et dernier écran. Ça, c'est le type de batterie qu'on utilise. Donc dans la doc, vous avez une description de chacun des types. Donc le B1, c'est des batteries scellées. Donc c'est ce qu'on a là actuellement. Batterie de voiture habituelle. Après, on a le B2 qui sont des batteries gel. Le B3 qui sont des batteries open. Donc ça veut dire qui laissent les gaz s'échapper. Et après, on a deux types de batteries lithium. Et là, on revient à l'écran, au premier écran, et l'écran par défaut. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est essayer de modifier la tension de décharge, c'est-à-dire la tension à laquelle le contrôleur coupe l'utilisation des batteries. Donc on va aller dans l'écran 3. Là, il me semble qu'il faut que j'appuie longtemps ici. Voilà, ça clignote. Et là, j'ai plus ou moins pour changer les valeurs. Donc là, je vais augmenter 22. Donc ça me ferait 11. « 23. Donc ça me ferait 11,5. D'accord, j'ai l'impression qu'il va pas au-delà de 23. Si, 23,2. Ouais, c'est ça. 23,2, c'est le maximum. Bon, on va mettre 23,2. Voilà. Est-ce qu'il faut faire quelque chose là? Peut-être ça. Voilà. Bon, étape suivante, on va raccorder un panneau solaire à notre contrôleur. Et pour ça, j'ai acheté un câble spécifique pour raccorder les panneaux solaires. Alors, je vous mettrai la référence. Alors, il est spécifique, pourquoi? Parce que, d'une part, il supporte très bien d'être en extérieur.
et que d'autre part il a des connecteurs qui sont spécifiques à ce qu'on utilise pour les panneaux solaires, donc des connecteurs MC4. Donc là on voit qu'on a 4 mm² de section et 5 mètres en longueur. Donc 4 mm², il y a de quoi passer des ampères, hein. Même sur 5 mètres, on est largement bon. Bon, c'est très très beau. Joli connecteur. Petit code couleur. Donc je suppose bleu pour positif, négatif, pardon, et rouge pour positif. Alors, le plus, ici. C'est bien, ça rentre bien. Et ça tient bien. C'est magnifique. Impeccable. Bon, on fait attention à nos polarités. Donc là, le bleu, j'ai supposé que c'était moins, donc je l'ai raccordé au moins ici. Et on a un connecteur mâle. Maintenant, on va aller voir sur le panneau. Donc le moins est ici. Et sur ce moins, on a un connecteur femelle. Donc, on est bon. Allez, on branche les choses. Ok, impeccable, ça se branche bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit que maintenant, on a une petite icône panneau qui, avec la flèche clignotante, indique que ça charge la batterie. Et la batterie est passée, je crois qu'on était à 25,3 tout à l'heure, hein. On est passé à 25,6, 25,7. Donc, bah, ça a l'air de fonctionner, notre truc. Bon, vous voyez que la tension au bord de nos batteries augmente assez rapidement. Mais bon, j'ai pas fait toute cette installation pour juste charger des batteries. Le but, c'est quand même d'alimenter des appareils électriques. J'avais acheté ce transfo 12 volts continu 230 volts alternatif il y a quelques temps chez Lidl. Donc j'ai pas payé ça cher en me disant ça servira toujours. De fait, ça sert aujourd'hui. Alors, deux points à considérer quand même. Donc ça marche avec du 12 volts. Et en tension maxi, ils indiquent 14,8 volts. Donc on va pas pouvoir brancher ça sur nos deux batteries en série. Il va falloir se brancher sur une seule des batteries. Deuxième point à considérer, c'est que ça sort 300 watts. Donc, comme les panneaux là, ils font aller, on va dire 150 watts. On peut mettre deux panneaux, et avec deux panneaux, donc on a 300 watts, et on peut donc sortir la puissance maxi de ce transfo sans aller pomper de l'énergie dans les batteries. Mais ça va être le facteur limitant. 300 watts, enfin je pourrais mettre 10 panneaux, de toute façon je pourrais avoir que 300 watts en sortie. Alors lui, le contrôleur, il supporte plus, hein. Le contrôleur, lui, il fonctionne là en 24 volts et il accepte 30 ampères maxi. Donc on est à 720 watts. Donc c'est lui vraiment le facteur limitant. 300 watts, c'est bien pour de l'éclairage, une petite pompe de piscine, des trucs comme ça. Mais si on est sur des outils, par exemple une simple perceuse, là, on est tout de suite à 500 watts. Donc ça, par exemple, ça ne sera pas utilisable. Eh bien, testons ça. Donc ça a l'air relativement simple. Ok, donc le rouge sur le plus.
le noir sur le moins. Petites étincelles. Allez, on commence avec un petit éclairage. Projecteur de chantier qui fait, je crois, 10 watts. Voilà. Attention. Oui, ça marche. Allez, on va être un peu plus gourmand et là on va utiliser cette petite ponceuse qui fait 200 watts. Allez, donc là on est à 28, 29, allez 29 sur les batteries, on va voir si on décharge les batteries ou pas. Ça ne marche pas. Bizarre. Oh. Ça marche quand ça veut ce truc. Bizarre, bizarre. Faut qu'on teste ou quoi? Bon, elle marche bien sur le courant normal de la maison. Alors, qu'est-ce qui fait pas son job? Lui ou contrôleur et batterie? Allez, autre test. Est-ce qu'on peut utiliser des chargeurs de batterie pour les outils? Donc ça, c'est un chargeur qui fait en sortie 21 volts avec 2,4 ampères. Donc comme ça fait 50-60 ampères, 50-60 watts. Donc ça devrait passer largement avec ça. Et je mets une batterie en charge. Bon, ça a l'air de charger. Donc ça peut être un usage sympa aussi en extérieur, pouvoir recharger les outils. J'ai amélioré mon banc de test avec une lampe USB qui est branchée sur la sortie USB du contrôleur. Un projecteur LED que je destine au tractopelle, qui est branché sur la sortie accessoire. Et coup de bol, il fonctionne aussi bien en 12 volts qu'en 24 volts. Et dernier élément, le seul appareil un petit peu consommateur d'énergie, lui il fait 135 watts, qui fonctionne avec ce convertisseur, donc ce multitool. Voilà, qui va nous permettre de vider un petit peu la batterie. Alors on va profiter que le panneau solaire est à l'ombre, donc ne fournit pas beaucoup d'énergie, pour venir allumer notre multitool pour consommer de l'énergie et voir jusqu'à quel moment le contrôleur accepte de vider les batteries. Donc je rappelle qu'on l'a paramétré pour qu'il arrête normalement toute consommation d'énergie à 23,2 volts. Mais gardons à l'esprit que le contrôleur n'a pas la main sur cet appareil, qui lui est relié directement à la batterie. Donc c'est cet appareil, si on le laisse faire, il consomme de l'énergie des batteries jusqu'à ce que la tension des batteries soit de, on l'a là, 10,5 volts, ce qui est quand même très très bas. Donc il serait bien de trouver une solution pour éviter ce problème. J'ai quelque chose en tête, mais on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur le comportement du contrôleur. Bon allez, on commence l'expérience. On est à 26 volts. On a le téléphone qui va filmer pour voir l'évolution du voltage. On allume notre petite lampe USB. Voilà. On allume les accessoires, ce
qui permet d'allumer le projecteur. Et enfin, on va allumer notre convertisseur et notre multitool. Bon, j'ai arrêté le multitool parce qu'il fait un drôle de bruit que j'aime pas trop, j'ai pas envie de le griller. Donc je vais le remplacer par des lampes. Alors ça va moins consommer, mais ça sera moins risqué. Bon, il faudra simplement attendre un peu plus longtemps que ça se décharge. Alors ce qu'il faut comprendre au sujet du multitool, c'est que cet appareil ne sort pas un beau courant alternatif avec une belle sinusoïde comme EDF fournit. Il sort ce qu'ils appellent une onde sinusoïdale modifiée. Et cette onde elle peut avoir une forme un petit peu bizarre, un petit peu carrée, etc. Et les appareils électriques, notamment ceux qui comportent un moteur, n'aiment pas beaucoup ça. Donc c'est pour ça que je ne veux pas laisser tourner mon appareil trop longtemps, d'autant que la décharge là, semble assez longue, parce que je ne veux pas le griller. À la place, je vais mettre une rallonge et brancher toutes les lumières que je trouve. Alors les lumières que j'ai c'est des LED donc ça consomme pas énormément mais bon de toute façon il suffit d'attendre. Bon, j'ai coupé le panneau solaire pour éviter qu'il alimente les batteries et bon accélérer un peu le processus de décharge. Bon, vous voyez j'ai pris soin de le retourner pour qu'il ne soit pas en pleine charge pendant que je coupe la ligne. Il faut éviter ce genre de choses. Alors bizarrement le téléphone semble ne pas trop aimer être chargé comme ça. Que régulièrement il s'éteint, enfin la charge se coupe et ça coupe aussi la lampe USB. Donc à chaque fois je suis obligé de la réallumer à la main. Voilà, elle est réallumée. Et voilà, vous voyez ce que ça fait? Bon, je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le téléphone sur les prises USB du convertisseur. Alors bizarrement, le téléphone n'a aucun problème de chargement lorsqu'on le met sur le convertisseur. Pourtant, si on compare les caractéristiques des deux appareils, donc sur le contrôleur, on sort en USB à 5 volts 2 ampères. Alors que sur le convertisseur, on est 5 volts maximum 1 ampère. Donc on pourrait s'attendre à ce que le téléphone préfère là où il a le plus de courant. Mais non. Ça fait à peu près 1 heure que j'ai lancé le test. Au début, la tension baissait régulièrement et assez rapidement. Et là, ça s'est stabilisé à 24,6 et ça ne bouge pas. Pourtant, si on regarde ce que fournit les batteries au convertisseur, là on est à 3 ampères. 3 ampères aussi, un peu plus de 3 ampères. Donc les batteries fournissent vraiment de l'énergie, ce qui, bah oui, ça on le sait puisque les lampes ne sont pas éclairées par l'opération du Saint-Esprit. Alors, je ne connais pas très bien les courbes de décharge des batteries, mais il n'est pas impossible là que à 24,6 divisé par 2, on serait à 13,2, qu'aux environs de cette tension, en fait, la batterie soit sur un plateau où elle fournit de l'énergie sans perdre de tension. Alors si on essaye d'évaluer combien de temps ça peut durer comme ça, là on a une batterie qui a une capacité de 52 ampères-heure, et là celle-ci est de 44 ampères-heure. Donc si on fait 52 plus 44, 52 plus 44, 96, et on consomme 3 ampères, donc elle pourrait tenir 32 heures comme ça. Alors c'est théorique parce que cette batterie là, je l'ai récupérée, elle était montée sur la Golf, et la Golf avait beaucoup de mal à démarrer avec, donc elle doit être en fin de vie. Mais bon, ça va prendre du temps apparemment.
Bon, maintenant, je vais pas me plaindre que les batteries tiennent bien et que ça soit long à décharger. Bon, je sais pas si vous allez bien voir l'écran, euh, mais je vais faire une petite expérience. Je vais brancher le fer à souder. Alors là, sans fer à souder, on est à 24,6 de tension et 2,5 de courant. Donc je branche le fer à souder. Et on voit que la tension a chuté à 24,4 et on a un courant maintenant de 7,84, 7,85, bon en gros 8 ampères quoi. Voilà. Donc je suppose que les électriciens savent expliquer ce phénomène, mais visiblement quand on tire sur les batteries, la tension baisse. Bon, voyons si notre fer à souder fonctionne. Ouais, ça marche bien. Je suis agréablement surpris, je pensais pas que ce genre de petite installation pouvait faire fonctionner un fer à souder. Et maintenant je vais débrancher le fer à souder pour voir si la tension remonte. Ah oui, effectivement, on est repassé à 24,6. Intéressant. Bon, régulièrement, le ventilateur du convertisseur se met en route. Bon, j'ai été alerté par les bip bip. Et on voit que le contrôleur oscille entre 22,9 et 23,4. Et par ailleurs, la lumière USB est éteinte, accessoire éteint. Donc ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'il respecte la consigne qui est de ne pas décharger les batteries plus que 23,2 qu'on avait paramétré. Et donc il a bien éteint les consommateurs. Donc ça c'est une bonne chose. Deuxième chose un petit peu plus surprenante, c'est que le convertisseur, lui aussi s'est mis dans un mode alerte. C'est lui qui sonne, là, vous l'entendez. On va l'arrêter parce que c'est un peu pénible. Enfin, avant, je vais vous montrer que les lampes sont... enfin, les LED, là, s'allument et s'éteignent. Bon, alors coupons-le. C'est un petit peu surprenant parce que, selon la doc, le déclenchement du mini se fait à 10,5, pas à 23,2. Bon, enfin, bah, tant mieux, hein, si ça peut éviter de décharger les batteries. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais remettre en service le panneau solaire. Donc là, il est 17h30, mais on a encore pas mal de soleil. Donc on va pas être au pic de production, mais enfin ça devrait être suffisant. Et donc on va voir l'effet de l'alimentation du panneau solaire sur la charge des batteries. Et en particulier, on va voir s'il respecte la consigne qui est que dès qu'on dépasse 25,2, ce qu'on a paramétré, donc 25,2 volts sur les batteries, eh bien, il rallume les accessoires. Donc je le rebranche tant qu'il est les faces contre terre pour ne pas avoir de courant qui circule, ou alors très faible. Et maintenant, je le réexpose au soleil. Bon, sûrement que c'est pas l'inclinaison idéale, mais ça ira bien. On a dépassé les 25,2, il n'a toujours pas réactivé les accessoires. Ah ça y est, en fait il réactive à 25,9 et non 25,2. Bon, c'est pas très grave. Autre chose que je voudrais tester, c'est les différents modes de gestion des accessoires. Donc on va aller voilà, dans ce menu-là. Donc là, on est en 24 heures. Je fais un appui long, voilà, ça clignote. Et je vais le passer en 0.
Alors, ok, donc 0, il a coupé les accessoires. Donc le 0H, ça doit correspondre à fonctionnement uniquement la nuit. Bon, la nuit est tombée et l'éclairage s'est allumé. Donc ça confirme bien le fait que le mode 0H, c'est celui qui active les accessoires la nuit. Bon, le jour s'est levé, ma lumière s'est arrêtée, donc tout va bien. Donc dernier test que je voudrais faire sur ce thème-là, c'est changer le mode, voilà, 0 heure, et je voudrais mettre, allez, on va mettre, alors oui, il faut que un appui long, voilà, ça clignote, et je vais mettre, allez, disons, 2 heures. Donc normalement, ma lumière devrait s'allumer pendant 2 heures après le coucher du soleil. Eh bien, je n'ai pas passé une partie de la nuit à filmer pour vous apporter la preuve que ça fonctionne, mais j'espère que vous me croirez sur parole. Voilà donc un excellent système pour commander de l'éclairage la nuit. Allez, on en a terminé avec cette phase d'expérimentation. Dans la prochaine vidéo, on passe à la construction de notre centrale solaire de jardin, ce qui devrait être largement plus fun. Pour ne pas rater ça, abonnez-vous et à mercredi prochain.